Après plusieurs jours de crispation diplomatique, la tension retombe entre Abuja et Ouagadougou. Les 11 soldats nigérians retenus au Burkina Faso après cet atterrissage controversé d'un aéronef militaire ont donc finalement été libérés à la suite d'excuses officielles présentées par le Nigeria. On en parlait encore hier. Eh bien, cet épisode en apparence clos révèle cependant une réalité plus profonde de ce climat de méfiance sécuritaire croissant entre le Nigeria et bien sûr les États de l'AES et précisément le Burkina Faso. Eh bien, on ne va pas revenir sur ces interrogations puisque nous en avons parlé. Était-ce un simple incident, ce qui pourrait peut-être justifier la méfiance sécuritaire entre ces différents États, ou alors le symptôme d'un basculement géopolitique plus large en Afrique de l'Ouest. De toutes les façons, nous allons tout de même commenter la réaction des autorités du Burkina Faso, précisément le président Ibrahim Traoré, qui, on le rappelle, recevait encore il y a quelques heures ou quelques jours, on va le dire comme ça, l'émissaire du président nigérien Bola Tinubu à propos justement de ces militaires et de ce C-130. Ce qu'on retient, c'est que ces militaires ont finalement été relâchés. Ce sera notre thématique d'accueil. Et le thème principal de ce matin nous amènera du côté du Tchad. Nouveau tournant judiciaire et diplomatique dans la guerre au Soudan. Une plainte a été déposée devant la Cour pénale internationale visant ainsi le président Mahamat Déby lui-même et bien sûr d'autres hauts gradés ou d'autres membres du gouvernement tchadien accusés de complicité dans des crimes commis du côté du Soudan. Selon les plaignants, le Tchad aurait donc servi de base logistique stratégique dans le conflit soudanais, notamment via l'aéroport d'Amdjaras. On rappelle que la plainte a été déposée par une ONG soudanaise soutenue par le cabinet Bourdon et associé le cabinet français. Une question centrale se pose alors, pourquoi cette focale judiciaire se concentre-t-elle sur N'Djamena, alors qu'il y a effectivement d'autres acteurs en présence qui sont d'ailleurs très bien connus. Il y a des financiers, il y a des militaires régulièrement cités dans les rapports internationaux, mais cela semble justement échapper à toute poursuite. Déjà, est-ce que le Tchad est impliqué? Nous en parlerons bien sûr avec nos invités ce matin. Mesdames et messieurs, c'est le menu. Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs, ce matin encore sur For You Media Africa. Nous sommes très heureux de vous avoir. C'est votre programme For You Matin. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez également à travers les différentes plateformes Facebook, YouTube, mais aussi notre application For You Media Africa. Et tout à l'heure, le standard sera ouvert. Vous aurez donc la possibilité de participer en direct à cette émission très rapidement, mais très rapidement. Nous allons passer le bonjour à notre panel et bien sûr le présenter. Madame Labaroui, vous êtes avec nous de l'autre côté. Bonjour. Madame Labaroui. Micro, Madame Labaroui. Alors, des petits soucis, malheureusement, on ne vous entend pas. Alors là, on vous voit. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, okay. bonjour Madame Siké, bonjour à tous vos invités, à votre équipe, à nos téléspectateurs. Merci beaucoup Madame Labaroui, je pense que le problème est réglé. Merci beaucoup et merci d'être là ce matin. Monsieur Anatole ici également sur ce plateau, bonjour. Bonjour Madame Siké, je salue Madame Labaroui, que j'ai le plaisir de retrouver, n'est-ce pas, dans le cadre de cette tribune géopolitique et géostratégique. Je parle des analyses et surtout d'informations, de conscientisation de la masse critique panafricaine et en plus d'être cette tribune d'information. La vraie, je parle de la vraie information, pas des informations. Je salue mon copanéliste que je rencontre pour la première fois dans le cadre, n'est-ce pas, de cet échange. Comme je l'ai dit, nous allons faire une petite balade géopolitique ce matin du côté de Niamey et de Paris. D'accord. Pour dire quoi? Pour dire qu'il nous revient que
le parquet de Paris a ouvert une enquête sur son sol pour vol d'uranium au Niger. C'est-à-dire, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol d'uranium au Niger. L'uranium qui appartient, entre guillemets, à Orano. Oui, parce que c'est ce qui est dit dans le papier de France Info. Dans le parquet de Paris, c'est donc saisi de cette affaire et les explications seront effectuées, pas judiciaires bien sûr, seront effectuées par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui paraît-il s'occupe des questions d'ingérence et de protection du patrimoine français. Ça, c'est important de comprendre. La DGSI s'occupe de la sécurité intérieure, des questions d'ingérence et de la protection du patrimoine français. Alors, l'uranium donc du Niger est le patrimoine français. C'est important de le dire. Il vous souvient qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, les autorités nigériennes ont nationalisé l'exploitation de leur uranium. Tout à fait. Et les stocks qui s'y trouvaient, qui appartiennent, entre guillemets, une fois de plus, à Orano, on nous parle d'une quantité de 1000 tonnes, de plus de 1000 tonnes, n'est-ce pas, de yellow cake, qui ont été transférées du gisement au niveau de Niamey, et qui ont une valeur estimée à 160 millions d'euros. Donc, pour éviter l'entourloupe, selon Paris, je parle de son parquet, il s'est donc saisi, n'est-ce pas, de cette affaire-là, qui, selon toujours les mêmes sources, d'après un arbitrage international, le Niger n'a ni le droit de s'approprier cet uranium, ni le revendre à qui il veut. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Monsieur Aïssi. Une actualité qui mérite d'être posée sur la table des débats et forcément et très certainement d'ailleurs sur les plateaux de For You Media Africa, nous en parlerons. Merci beaucoup pour cette information, Monsieur Aïssi. L'autre invité sur ce plateau, Bruno Lombo, vous êtes avec nous ce matin. Bienvenue déjà dans For You Matin, Monsieur Lombo. On rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes entre autres également en politique, vous êtes secrétaire national au développement du PURS. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Madame Piquet, bonjour à mon copanéliste ici, bonjour à notre copanéliste. Il faut dire qu'effectivement l'actualité africaine marque véritablement les esprits en ces temps où beaucoup de pays, notamment ceux de l'AES, se démarquent de par leur quête de la souveraineté. Et il se dégage quelques éléments précis sur le fait que ce qui appartiendrait aux Africains ne le serait pas, ce qui est une communauté totale. Donc nous sommes là aujourd'hui justement pour poursuivre le combat et ramener les esprits africains à se dire qu'il est important d'être souverain et qu'il est important que nous-mêmes nous fassions les choses comme il se devrait pour que nous soyons libres et pouvoir posséder ce qui nous appartient de droit. Merci beaucoup et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes là. Merci infiniment à vous, Monsieur Lombo, d'être parmi nous ce matin. Nous allons rapidement aborder le sujet d'accueil de ce jour. Direction donc le Burkina Faso. On va simplement bien sûr commenter et nous en parlions d'ailleurs encore hier. On commentait l'actualité, cette rencontre bien sûr entre l'émissaire du président Bola Tinubu en la personne du ministre des Affaires étrangères du Nigeria, accompagné bien sûr d'une forte délégation. Il a été reçu par le président burkinabé Ibrahim Traoré. Il était question effectivement de discuter, de trouver un terrain d'entente après ce que monsieur Aïssi n'aime pas ce mot, cet incident, on va le dire comme ça. Et ces militaires qui avaient été bien sûr arrêtés du côté de Burkina Faso et cet appareil, le C-130. On s'est posé beaucoup de questions, mais le Nigeria a présenté ses excuses, a regretté la situation. Eh bien, le président Traoré a, semble-t-il, été réceptif et justement à ces excuses, et les militaires justement ont été mis en liberté. Nous allons simplement commenter et je vais commencer par vous, Madame Labaroui, de l'autre côté des excuses du Nigeria aujourd'hui. Déjà hier nous apprécions la démarche. Beaucoup ont considéré que c'est bien que le Nigeria soit descendu de son piédestal pour aller vers le Burkina Faso. On se demandait même d'ailleurs si cela pourrait être le début en tout cas d'un nouveau départ. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est envisageable? Surtout lorsqu'on est
a écouté l'émissaire du Nigeria. Il a dit, nous avons également discuté de la lutte, par exemple, contre le terrorisme et nous reconnaissons d'ailleurs les avancées ou les réalisations du Burkina Faso dans le domaine. Madame Labaroui, votre commentaire? Eh bien, écoutez, je vous rejoins. En ce moment bien précis où il y a un changement géopolitique radical, il y a une pression sur les pays africains, tous les pays africains sans exception. À chaque fois qu'on peut aller vers un arrangement diplomatique, un arrangement pour essayer d'apaiser les tensions, eh ben, c'est une bonne chose. Mais nous remarquons quand même que dans les questions internationales cruciales, l'Union africaine commence à parler avec une seule voix. Et puis, ce que je disais, il y a des pressions sur les pays. Donc, les pays occidentaux, quand ils font pression, parfois un pays seul ne peut pas, ou un État seul ne peut pas répondre. Donc, c'était le cas du Nigeria, et le Nigeria, il a la pression des États-Unis carrément. Et les États-Unis veulent s'approprier des richesses du Nigeria. Donc, je crois que dans les coulisses, il y a un travail qui se fait. Un travail pour apaiser les tensions entre peuples et un travail aussi pour aller vers une Afrique complètement libre. Cette semaine, par exemple, les Africains quand je dis les Africains, je parle de tous les chefs d'État, des ministres, tout ça, ils se sont réunis à Alger et la question c'était comment lutter contre le terrorisme sans qu'il y ait d'ingérence, en refusant justement ces armées qui viennent soi-disant pour lutter contre le terrorisme, et après il s'avère que c'est eux qui arment les terroristes et qui nous ramènent davantage. Pourquoi à Alger? Parce que Alger n'a pas de dette. Alger, par la proximité et par son histoire du terrorisme exogène, eh ben, elle a tous les fichiers des terroristes. Donc, ils se sont tous réunis, ils étaient, que ça soit le Burkina Faso ou le Nigeria, Niger, Mali, ils étaient tous ensemble à discuter de tout ça. Donc, il y a un travail qui se fait dans les coulisses. L'Union africaine commence à prendre des forces. Et ça, on l'a remarqué quand l'Union africaine a refusé de condamner la Russie. Et puis aussi le soutien des peuples africains par l'intermédiaire de l'Afrique du Sud pour défendre le peuple palestinien. Tout ça joue un rôle très très important dans ce qui est en train de se passer. Donc le Burkina, moi je pense que le Burkina il a bien compris les enjeux, donc essayer de calmer ce qui est en train de se passer dans le monde, parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement géopolitique au Moyen-Orient ou en Asie, en Afrique, on n'est pas épargné. Donc il faut éviter les guerres, il faut éviter les affrontements, et puis essayons de vivre paisiblement en trouvant des discussions, des solutions via la diplomatie. Merci. Merci à vous, Madame Labaroui, pour cet avis et ce commentaire. Et justement, Monsieur Haïssi, ces 11 militaires aujourd'hui qui ont été libérés, on va vers un apaisement, surtout au regard des enjeux aujourd'hui dans la sous-région ouest africaine. Est-ce qu'on pourrait, hier encore on se demandait justement si c'était pas le début un nouveau départ entre les États de l'AES et bien sûr le Nigeria, surtout lorsqu'on connaît quand même depuis le début la posture du Nigeria vis-à-vis de ces États de l'AES. Aujourd'hui on a l'impression, du moins on a vu déjà le Nigeria faire profil bas, le Burkina Faso répondre assez quand même favorablement aux excuses du Nigeria et libérer comme ça les 11 militaires. Est-ce qu'on peut penser que cela peut aller loin, justement, surtout dans le bon sens? Écoutez, Madame Siké, oui. Il faut déjà noter que du côté du Burkina Faso, on avait affaire à deux blocs. Vous avez d'un côté la confédération de l'AES, c'est-à-dire le panafricanisme. D'accord, oui. De l'autre, qui est une dynamique non belliqueuse, c'est important de le dire. C'est-à-dire les pays de l'AES ne sont pas belliqueux. Que ce soit dans le contexte de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le contexte entre le Nigeria et le Burkina Faso, que ce soit dans le contexte entre le Niger et le Nigeria.
Et même le Bénin aussi. Et le Bénin, voilà. Ils ne sont pas dans une dynamique belliqueuse. Ils sont dans une dynamique d'ouverture. Parce qu'en réalité, le problème de l'Est, comme c'est le cas de la plupart des Africains, c'est les dirigeants et non les peuples. Oui. C'est important. Les bisbilles se trouvent exclusivement au niveau des dirigeants, pas au niveau des peuples. Ça, c'est de deux. Vous aviez de côté du Burkina Faso, là est la Confédération de l'AES de panafricanisme, et vous aviez la CEDEAO de l'autre côté, qui est dans une dynamique belliqueuse, comme vous le savez. Oui, il faut faire comprendre dans cette actualité, en plus de 11 soldats qui ont été libérés, même l'aéronef a été libéré. Ouais. C'est important. Et ce n'était pas un incident. Il faut le dire. Je ne dirais pas que ce n'était pas un incident. Un aéronef militaire, c'est-à-dire qui a les missions d'interception, donc d'espionnage et de transport de troupes, ne peut pas se retrouver par hasard dans le ciel burkinabé alors qu'il est en plan de vol, paraît-il à destination du Portugal. Oui. Et tout transpondeur éteint. Ça ne peut pas être un incident, Madame Chiquet. Ouais. Il y en a qui parlent de problèmes techniques, d'autres, il y a plein de trucs qui sont racontés autour. Mais ce qui est certain, c'est que cet avion n'avait pas de bonnes intentions. Bref, cette affaire a été réglée sous l'arbre à palabre africain. C'est ça qui est la question. Ça a été réglé au niveau du Burkina Faso sous l'arbre à palabre africain. C'est comme ça que les problèmes se règlent en Afrique, pas comme chez les locodèmes. C'est-à-dire les reptiliens qui pensent qu'ils ne doivent pas négocier avec nous, il faut venir tout prendre par la force, un peu comme ce qu'il vient de dire là dans mon coup de gueule. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils doivent venir par la force, la ruse, la roubladie, la félonie, pour venir prendre ce qui nous appartient. Donc ça a été réglé tranquillement. Et pendant puisqu'on a signé qu'il y avait un problème technique dans cet aéronef, j'imagine qu'il y a eu des réparations avant de redécollage. Ça peut paraître anodin, mais c'est important ce que je dis là. Or, ce qui est important, là je rejoins Madame Labaoui, l'Afrique aujourd'hui est confrontée à beaucoup de défis. Oui. Et ce que ces gens veulent, justement, c'est qu'il y ait des confrontations entre les Africains pendant qu'ils tirent les ficelles derrière. Comme ça a souvent été le cas. Lorsqu'on parle des crimes coloniaux, très souvent, ils étaient en arrière, mais ils envoyaient, n'est-ce pas, des Africains s'entretuer. Et du point de vue juridique, ça posait un problème, mais sauf que ça ne peut pas s'affranchir de ces crimes. Et je salue l'initiative qui a été prise, par exemple, c'est une parenthèse, par l'Algérie, qui est en train, n'est-ce pas, de promulguer une loi pour criminaliser la colonisation française en Algérie. Et ça ne devrait pas se limiter exclusivement en Algérie. Il faut que tous ces colons qui ont assassiné les peuples africains rendent compte. Ça ne doit pas être prescrit. Ces crimes humains ne peuvent pas tomber sous le coup de la prescription. Je ne suis pas certain que la Shoah, les crimes le génocide arménien ou bien la Shoah est tombé sous le coup de la prescription. Il y a eu des excuses officielles et publiques, il y a eu des enquêtes, il y a eu des réparations. Les crimes contre le peuple noir ne peuvent pas tomber, ne peuvent pas aller en perte de profit. Monsieur Lombo, c'est important de le dire. C'était juste une parenthèse. Pour conclure, par rapport à ce propos, ce qui est important, je crois, que le Nigeria a tiré les leçons de cet incident, entre guillemets, et que désormais, les autorités sont parfaitement conscientes de ce que ce ne sont pas les enfants de cœur qui sont du côté de l'AS. C'est également des gens qui sont prêts à riposter si c'est nécessaire, à utiliser la diplomatie si cela s'avère également nécessaire. Et je crois que ce qui est important, c'est que la diplomatie est prévalue. Je voudrais sortir par le cas de l'Union africaine. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous avons les choses importantes à se dire entre nous, il faut écarter ces machins-là. Il faut écarter l'Union africaine lorsqu'on parle de choses sérieuses dans le contexte africain. Parce que si nous avions une organisation panafricaine, à l'image de ce qu'on voit avec l'Union européenne, les gens ne viendraient pas faire le bordel sur le continent africain. C'est-à-dire l'Union africaine prendrait ses responsabilités dans le respect de ses textes fondateurs pour protéger ses États membres. Ce n'est pas toujours le cas. Nous voyons, la Libye a été bombardée avec la complicité de qui? La Commission de l'Union africaine, qui est officier comme président? M. Ping. Le Gabonais, M. Ping. Voilà. Il y a le bordel qui est en train d'être fait du côté de la République démocratique du Congo, avec des puissances extérieures. Que fait l'Union africaine? Voilà le Soudan qui va faire l'objet de notre deuxième thématique.
qui est en train d'être, qui est déjà divisé, démantelé. Que fait l'Union africaine? Rien du tout. Donc, l'Union africaine gère son continent par voie de communiqué. Je crois que c'est trop peu faire. Merci une fois de plus à vous. Monsieur Aïssi, et bien pour fermer ce sujet d'accueil avant d'aborder le thème principal de ce matin, Monsieur Lombo, votre commentaire également, le Burkina Faso qui accepte finalement la main tendue, on peut le dire ainsi, du Nigeria, ce qui permet en tout cas la libération de ces soldats et surtout, merci pour la précision, également de ce C-130 permet effectivement d'apaiser les tensions entre les deux États. Oui, il faut le préciser, et M. Aïssi l'a déjà dit, l'AES n'est pas un regroupement belliqueux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a choisi, n'est-ce pas, la voie de la communication, la voie de l'échange, pour essayer de sortir, n'est-ce pas, de cet état de choses. Par contre, il faut peut-être apporter une autre analyse sur la situation, parce qu'il faut préciser le contexte dans lequel cet avion, effectivement, se retrouve dans l'espace aérien burkinabé. Il faut préciser que c'est au lendemain ou quelques heures après, n'est-ce pas, la tentative de renversement du pouvoir étatique au Bénin, qu'on a constaté effectivement l'arrivée ou bien le passage de ce C-130 dans le ciel aérien burkinabé. Oui. Alors, peut-être préciser également le rôle d'un C-130. Parce qu'il faut comprendre, effectivement, quand on évoque les raisons pour lesquelles l'avion se serait posé d'urgence à Bobo Dioulasso, il y a de se poser effectivement des questions sur les intentions avec un transpondeur éteint. Parce que le transpondeur, c'est celui-là même qui signale la position des avions et qui signale votre présence autour d'un espace. Donc, lorsque vous éteignez un transpondeur, ça suppose donc que vous êtes en train de vouloir passer de manière furtive et incognito. La question, c'est pourquoi? Quelles sont les véritables raisons qui vous amènent justement à vouloir passer inaperçu? Maintenant, dans le rôle d'un C-130, les C-130 sont effectivement des avions Hercule de fabrication américaine qui ont pour rôle essentiel d'approvisionnement dans la logistique. C'est-à-dire que c'est des avions cargo qui sont déployés soit pour l'approvisionnement ou bien pour le déport des troupes dans certaines régions. Alors, on se pose donc la question de savoir que faisait donc ce C-130 dans le ciel burkinabé sans autorisation. Et c'est encore pire parce que l'autorisation justement devait supposer la publication du plan de vol qui vous donne justement l'autorisation de survoler un espace privé. Tout à fait. Donc, pas d'autorisation. Ça suppose donc que les intentions du C-130 n'étaient vraiment pas catholiques et la riposte justement du gouvernement burkinabé ne s'est pas fait attendre. L'avion a été contraint de se poser, quoique les raisons évoquées du côté du Nigeria, on parle des raisons techniques et tout, mais l'avion a été obligé de se poser pour justement comprendre les intentions. Il y a deux mots, c'est important pour la précision. Quand la situation s'est présentée, on a parlé d'une situation d'urgence. Oui, tout à fait. Par la suite, il y a eu un changement de narratif pour des problèmes techniques. C'est vrai. Tout à fait. Donc voilà les précisions qu'il fallait effectivement apporter. Maintenant, lorsqu'on regarde le cours des événements, le Nigeria, après avoir bombé le torse, s'est rendu compte que ça ne valait pas la peine justement d'aller dans le sens de l'affrontement, compte tenu du contexte actuel, parce que le support de l'aviation nigériane pour le Bénin peut créer un imbroglio justement dans le fait que les pays de l'AES se verraient peut-être contraints d'être attaqués. Parce qu'il faut préciser une chose, le fait du survol de cet avion peut justement inquiète effectivement les pays de l'AES compte tenu du contexte actuel avec les conflits qu'il y a avec le reste des pays de la CEDEAO. Donc, et certaines institutions pourraient même penser que ça pourrait être un test pour véritablement voir la réaction de l'AES par rapport à une intrusion comme celle-là pour une éventuelle attaque. Parce qu'il est également question de préciser que la CEDEAO menace encore, n'est-ce pas, les pays de l'AES. Avant cet incident, le 17 décembre, là vous savez, il y a eu des mouvements de troupes et de petits aériens aux frontières de l'espace AES. C'est important de le dire, provenant pour certains du Ghana, pour certains du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria précisément. Justement, rien n'empêche donc de faire une lecture sur le fait qu'effectivement cet avion serait peut-être en reconnaissance et couvrir la voie à une intervention militaire
contre les pays de l'AES. Donc, effectivement, l'heure est à la méfiance parce que les pays de l'AES se sont dit, étant donné le contexte actuel, il est important de prendre les dispositions qui s'imposent pour pouvoir barrer la voie à ce type d'intervention et minimiser les escalades qui pourraient survenir sur la région. Merci à vous, Monsieur Lombo. Merci également pour ce commentaire. Et nous allons fermer la page consacrée à notre sujet d'accueil. Direction cette fois-ci le Tchad, ou alors devrais-je dire le Soudan. De toutes les façons, vous comprendrez, on l'a dit à l'entame de cette émission. Il y a donc cette plainte, le Tchad qui est visé par une plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Et selon les informations, le président Mahamat Déby lui-même est concerné, ainsi que voilà d'autres hauts gradés, hauts fonctionnaires de l'État. Eh bien, l'initiative émane de l'ONG soudanaise Priority Peace Sudan, mais avec l'appui et le soutien, bien sûr, du cabinet français Bourdon et associés. Selon le document, l'aéroport d'Amdjarast à l'est du Tchad aurait été transformé en hub logistique stratégique avec des rotations régulières d'avions cargo déjà observées par des enquêteurs des Nations Unies. On le rappelle une fois de plus, la plainte vise dans plusieurs figures clés de l'appareil également sécuritaire tchadien, conseiller présidentiel, chef des services de renseignement et hauts responsables militaires. Eh bien, nous allons poursuivre avec l'analyse avant d'aller peut-être plus loin, s'interroger si jamais cette plainte pourra aboutir. Mais nous allons comprendre, voilà, essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette plainte. Revenir peut-être sur le rôle, parce que il faut également le dire, certains rapports font état de ce que le Tchad serait d'une façon ou d'une autre impliqué. On ne sait pas, nos analystes sont là pour le confirmer ou pas, mais impliqué dans cette guerre du côté du Soudan. L'autre interrogation que nous allons également poser ce matin est celle de savoir, il y a effectivement d'autres puissances étrangères, on le sait, on le martèle tous les jours, du côté du Soudan qui activent ou alors qui soutiennent également les groupes de ce côté-là. Alors, pourquoi la plainte viserait simplement le Tchad? Pourquoi les puissances étrangères ne sont pas concernées aussi par certaines poursuites? Eh bien, de toutes les façons, nous allons permettre, nos invités sont mieux placés pour nous apporter des éléments de réponse et surtout nous permettre de mieux comprendre la situation. Alors, Madame Labaroui, la plainte contre le Tchad à la Cour pénale internationale, bien sûr, en ce qui concerne le Soudan, sa participation, si je peux le dire ainsi, l'implication du Tchad dans cette guerre du côté du Soudan. Et puis il y a le cabinet Bourdon, bien sûr, qui accompagne cette plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qui se passe exactement, Madame Labaroui? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre cette affaire? Écoutez, quand on comprendra que M. Mohamed Idriss Déby, c'est un agent des USA, eh ben, on pourra comprendre ce qui se passe. Oui. Ça fait tellement longtemps que je parle du dossier, à chaque fois que j'ai l'occasion, du dossier soudanais, et j'implique le Tchad. Au Tchad, contrairement aux autres États africains, il y a un bureau du Pentagone. Il n'y a pas une base. Il y a un bureau il y a une base, bien sûr. Il y a 3 bases américaines, mais il y a un bureau du Pentagone. Donc, tout ce qui se trimballe en Afrique par rapport aux USA, ça vient du Tchad. C'est clair. Il y avait même un bureau du Mossad qui a été fermé. Voilà. Oui. Il a été fermé il y a 1 an et demi. Le Tchad a loué un aérodrome aux Émirats arabes, dans le sud du Tchad. Je crois que je vous avais envoyé tout ça quand ça s'est fait. Donc, cet aérodrome, Mohamed Idriss Déby sait très bien ce qui se passe. Il est fait pour transporter les terroristes sur le continent, les armes pour les terroristes, les mercenaires. C'est un aérodrome d'où jouent les Émirats arabes. Les Émirats arabes, c'est le bras, le bras qui frappe l'Afrique, le bras des Américains, les Émirats arabes, un État
qui achètent tout. Il faut voir la quantité d'armes que les Émirats arabes achètent tous les ans. Eh ben, depuis une dizaine d'années, si on prend toutes les armes et on les dépose sur ce territoire-là, qui fait à peine la ville de Bamako, eh ben, il n'y a plus de place pour les êtres humains. Mais ce qu'ils achètent, je vais vous faire le compte. Je vais remonter toutes mes recherches et je vous ferai le compte de ce qui s'achète là-bas. Ouais. Aux Émirats arabes. Et tout ça, ça vient en Afrique. Il y a un deuxième acteur aussi, parce que les terroristes et les mercenaires sont payés par les bitcoins. Et ça va venir. Il y a à peine un mois, sur votre plateau, j'ai dit, le Tchad va se retrouver au tribunal. Ça n'a pas loupé. Actuellement, si on veut avoir les vraies informations sans propagande, et des informations justes qui défendent les peuples opprimés, qui défendent les États africains, il faut aller vers la presse slave. Moi, je parle le yougoslave couramment et je l'écris. Et il faut aller aussi vers la presse arabo-musulmane. Quand on voit ce qui se passe dans les pays arabo-musulmans, eh ben, on comprend pourquoi cette presse, eh ben, elle s'acharne sur l'impérialisme américain. Donc, moi, c'est par là que j'ai mes sources. C'est dommage, beaucoup de choses ne sont pas traduites. Donc, on peut pas vous envoyer certains documents ou certaines informations, mais je suis là pour en parler. Le Tchad, après Idriss Déby, eh ben, son fils qui a grandi aux États-Unis, qui est un agent de la CIA, est arrivé pour travailler les intérêts des États-Unis. On a vu un rapprochement avec les pays du Sahel, les pays de la AES. Quand on remarque ce que Mohamed Idriss Déby fait, il rentre dans le souverainisme, il faut libérer, il a chassé les Français, bien sûr, il est là, il n'a pas chassé les Américains, c'est pas comme au Niger. Donc, quand on analyse le travail qu'il fait, eh ben, c'est un travail, le résultat est tactique. Quand on voit les pays de la AES, les résultats sont stratégiques. Il y a une énorme différence. Mais je pense que les pays de la AES qui se sont rapprochés à un certain moment, mais ils se sont un petit peu éloignés de lui, de Mohamed Idriss Déby. Donc, ils ont dû comprendre les enjeux et ils ont dû aussi, parce qu'ils ont aussi les services secrets, ils ont dû savoir ce qui se fait exactement. Le Tchad a une position stratégique et le Tchad est un fournisseur aussi, et ça il faut pas le négliger, c'est un fournisseur de mercenaires. Les Émirats arabes, quand ils ont attaqué le Yémen, ils sont venus chercher des mercenaires du Tchad. Il y a eu des mercenaires du Tchad aussi qu'on a ramenés en Ukraine. Ça, on le dit pas assez. Donc, le Tchad est très impliqué dans ce qui se passe au Soudan parce que le Tchad, eh ben, il est là pour travailler l'agenda des États-Unis, tout simplement. Moi, je m'y attendais. Je l'avais même annoncé chez vous. Maintenant, je vais dire une chose par rapport, parfois, les téléspectateurs, quand on me contredit. Si c'est une histoire d'analyse, je veux bien. On peut pas avoir les mêmes analyses. Si c'est une histoire d'information, jusqu'à présent, les informations que je vous donne, déjà, moi, de ma part, elles sont vérifiées, revérifiées, et je donne les sources. Donc, si c'est une histoire d'information, je suis très pointue là-dessus. Quand j'ai parlé du Tchad, plusieurs fois, eh ben, il y en a qui n'étaient pas contents. J'aimerais que l'Afrique sorte de ce que l'occidental nous a ramené entre blancs, noirs, telle ethnie, telle tribu. Il faut qu'on sorte de tout ça. Parce que nous sommes dans le même bateau. Si un pays coule, c'est tout le monde qui va avec. Ça, c'est certain. Donc, il faut qu'on sorte tout ça pour qu'on puisse voir un peu plus clair ce qui se passe. Le Tchad, c'est le premier impliqué, je parle des États africains, c'est le premier impliqué avec les Émirats arabes dans ce qui se passe. Les massacres qu'il y a eu, eh ben, le Tchad est impliqué. J'irai même plus loin. Les Ukrainiens qui se sont retrouvés dans le Sahel,
Eh ben, c'est par cet aérodrome qui sont venus. Donc, à nous d'ouvrir les yeux et de voir ce que Mohamed Idriss Déby nous fait, parce que quand je parle du Tchad, je ne parle pas du peuple et je ne parle pas aussi, il y a des hommes intègres au Tchad. Donc, je ne les implique pas. Moi, c'est Mohamed Idriss Déby qui a été mis là et qui est en alliance avec les Émirats arabes lors du Soudan, quand les Émirats arabes se sont appropriés 22 tonnes d'or, ils sont passés par le Tchad. Tout ça, le Tchad est dedans. Donc le Tchad, je ne vais pas dire juste qu'il est responsable, non. Le Tchad est coupable dans ce qui se passe et dans le Sahel, au Soudan, en Libye également. Parce que en Libye, dans le sud Libye, qui c'est qui est en train de jouer actuellement pour essayer de faire échouer la réconciliation de tous les Libyens aller vers le vote? Eh ben, il y a les services secrets français, il y a le Mossad, et il y a aussi la CIA qui sont là. Et c'est grâce au Tchad, s'il repasse, parce que dans le nord, il y a encore des groupes terroristes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le nord. Donc tout ce qui est dans le sud pour faire échouer la stabilisation aussi de la Libye, eh ben c'est le Tchad qui joue ce rôle. Maintenant, au pays de la AES, et j'ai fait souvent cet appel, il faut qu'il soit très méfiant de ce que le Tchad est en train de faire dans le Sahel, et quand il s'est rapproché d'eux, c'était pour faire échouer justement cette alliance et pour leur nuire. C'était pas pour rejoindre le clan des souverainistes. Merci. Merci à vous, Madame Labaroui, pour cette analyse, Monsieur Haïssi. Le Tchad, finalement, bien sûr, si on s'en tient aussi au propos de à l'analyse de Madame Labaroui, le Tchad est effectivement, ou alors sera effectivement impliqué dans cette guerre du côté du Soudan. Le Tchad également, elle a dit, impliqué certainement, mais par les États-Unis aussi, le Tchad qui sert justement de bouc émissaire, si on peut le dire ainsi, mais pour le compte des États-Unis du côté du Soudan. Aujourd'hui, c'est le Tchad qui est donc visé par cette plainte, et on se rend compte que les véritables acteurs, les réels, c'est-à-dire tels que les États-Unis, on a également cité les Émirats, eux sont épargnés dans cette affaire. Madame, c'est que j'ai vu toujours dit que lorsque vous voulez analyser une problématique, il faut s'appuyer sur au moins 3-4 piliers. Oui. D'abord, le pilier historique, le pilier juridique, le contexte. C'est important ce qu'il dit là. Le contexte et ses implications. Oui. Si nous prenons la situation qui se passe actuellement au Tchad et dans le Soudan voisin, sous la seule grille que vient de présenter Madame Labaroui, on aura tout faux. D'accord. Allons d'abord plus loin. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui au Soudan? Au Soudan, d'accord. C'est le fait de qui? C'est le fait des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont balkanisé le Soudan. Est-ce qu'il existait le Soudan du Sud avant 2011? Pas du tout. Mais c'est Obama qui balkanise le Soudan. Ils ont foutu le bordel comme si on allait le faire du coup de la Somalie. Et vous suivez, il y a un monsieur là, au bureau de la Maison Blanche qui insulte les Somaliens, alors que ce sont eux qui font le bordel de ce côté. Donc le premier responsable, c'est d'abord les Américains. Oui, c'est les Américains. Donc s'il y a une plainte qui doit être déposée contre quelqu'un, on connaît les acteurs. Vous avez Tony Blair, vous avez Obama, vous avez Sarkozy. Parmi tant d'autres, Angela Merkel. Il ne faut pas qu'on se fout du monde. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Maintenant, dans le contexte, vous avez au Soudan des mercenaires ukrainiens. Pourquoi est-ce qu'on ne porte pas plainte à l'État ukrainien? Oui, vous avez des mercenaires ukrainiens qui combattent aux côtés des forces de soutien rapide. Puisqu'il est reproché au gouvernement tchadien d'avoir servi de base logistique, d'abord au niveau de l'aéroport d'Angaras. Oui. Ça, c'est les conséquences de ce qui a été fait il y a un peu plus de 20 ans. Et ce n'est pas le Tchad qui est responsable de la déstabilisation du Soudan. Vous avez d'autres acteurs du côté du Moyen et du Proche-Orient, les Émirats arabes unis, vous avez le Qatar, vous avez l'Arabie saoudite. Il ne faut pas oublier les acteurs, différents acteurs, il faut les citer. Vous avez les acteurs directs et vous en avez qui sont indirects.
Les acteurs directs au conflit soudanais, vous avez les Américains, vous avez l'Ukraine, entre les Émirats arabes unis. Dans ce contexte, le Tchad est à la fois acteur, peut-être involontaire, et victime. Il ne faut quand même pas oublier que la plupart des réfugiés se retrouvent au Tchad. Ils sont pris en charge par le gouvernement tchadien, pas par le Haut Commissariat aux réfugiés. Il ne faut pas qu'on soit quand même, amené à ce niveau-là. Et c'est des milliers, j'ai bien dit. Et si nous parlons d'une déferlante des réfugiés au Tchad, ça veut dire que le Cameroun est menacé. Oui, le Cameroun est menacé. Et de plus en plus, nous les voyons se battre dans les rues soit de Douala ou de Yaoundé, parce que justement, il y a j'ai envie de dire, un flux d'étrangers qui sont... Bref, il ne faut pas qu'on cherche les lampistes et on laisse les véritables acteurs. Je ne voudrais pas ici dire que déjà l'objet de la paix, c'est complicité des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité. S'il y a complicité, il y a forcément, ça veut dire qu'il y a d'autres acteurs. Absolument. Ouais. Mais quand vous voyez, vous savez pas du cabinet Bourdon et associés. Tout à fait. C'est-à-dire les Français. Ouais. Chaque fois que vous les voyez quelque part, ça veut dire que c'est d'abord l'argent, c'est d'abord une question d'argent. Je voudrais, pour le deuxième point, je crois qu'il faut sortir de ce marché que vous appelez la CPI. Vous savez pourquoi est-ce que ça a été créé? C'est-à-dire qu'il est question de museler certaines dynamiques d'émancipation dans le sud global. Parce que s'il faut parler, si on devrait pouvoir ouvrir les dossiers relatifs aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, ça ne se passait pas uniquement sur le continent africain. Il faut également voir cela du côté du continent, en Afrique de l'Est, en Europe de l'Est et en Amérique latine. Pour ne citer que ces cas-là. Pourquoi c'est toujours sur le continent africain? Et là, ce qui est quand même paradoxal, c'est que c'est toujours les Africains qui le font. Monsieur Omar El-Béchir a été liquidé, alors que c'est infusible. Il ne faut pas qu'on insulte l'intelligence des Africains. Donc, moi je pense que je ne voudrais pas ici faire l'apologie, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de la complaisance, si vous voulez. Je ne voudrais pas être complaisant envers des personnes ou des États accusés des crimes de guerre, de complicité des crimes de guerre ou de génocide ou des crimes contre l'humanité. Non. Il s'agit de mon point de vue qu'on puisse créer sur le continent africain des tribunaux spécialisés pour connaître des affaires de cette nature. Parce que c'est la CPI, c'est quoi la CPI? Ça représente quoi la CPI? Et surtout lorsqu'on sait que la CPI, en tout cas, surtout avec M. Donald Trump à la tête des États-Unis, la CPI ne peut pas s'aventurer du côté des États-Unis. Elle a plusieurs fois essayé. Vous partez plus loin. Les faits sont avérés du côté de Gaza, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une plainte contre M. Netanyahou. Pourquoi ça ne prospère pas? Il devrait avoir logiquement une plainte contre le corrompu qui est à Kiev, qui se trouve à Kiev là, M. Zelensky. Pourquoi ça ne se passe pas avec les révolutions de Maïdan, où les États-Unis étaient au cœur du crime, le crime le plus inacceptable que le monde n'ait jamais connu. Vous savez combien de morts il y a eu en Ukraine pendant la révolution de Maïdan, où vous avez des nazis ukrainiens qui ont trucidé les Ukro-Russes. C'est documenté, Madame Siké. Et ils viennent ici sur le continent africain jouer les fiers à bras parce que c'est le maillon faible dans le contexte géopolitique actuel. Non, je crois qu'il faut à un moment donné recadrer un peu les choses pour leur faire comprendre qu'en fait, vous devez également circuler parce qu'il n'y a rien à voir. S'il n'y a rien à voir chez vous, il n'y a rien à voir chez nous. Merci à vous, monsieur Aïssi. La réalisation peut déjà afficher les numéros de téléphone. Nous allons tout à l'heure prendre les réactions des téléspectateurs. En attendant, monsieur Lombo, effectivement, votre avis, cette plainte contre le Tchad au niveau de la Cour pénale internationale. Oui, monsieur Aïssi le dit, il ne s'agit pas d'être complaisant envers ces États-là qui pourraient être impliqués dans ce type de crime, pour dire que si le Tchad effectivement est impliqué, il faudra qu'il soit jugé, même si propose, il souhaite que ce soit par des tribunaux, bien sûr, africains. Mais il y a d'autres acteurs centraux, on les a cités, les États-Unis, les Émirats arabes, le Qatar, l'Ukraine, l'Arabie saoudite, voilà, l'Ukraine, voilà, qui justement ne sont pas cités dans cette affaire. Pourtant, ils devraient. Voilà, et justement ce que M. Aïssi disait tout à l'heure, il y a un narratif qui fait qu'on emploie des termes pour incriminer les uns
et laisser courir les autres. C'est quoi une implication en réalité? Quand on dit que le Tchad serait impliqué dans le génocide, soi-disant, qui se produirait justement au niveau du Soudan, il faut préciser que l'histoire de la CPI avec le Tchad est quand même aussi ambiguë. Parce que à l'époque des Déby pères, toujours avec la question du Soudan. Le président de l'époque, M. Omar El-Béchir, qui était sous le coup justement d'un mandat d'arrêt international émis par la CPI, en 2010 et en 2011 s'est rendu au Tchad. Oui, tout à fait. Mais il n'a pas été arrêté. Oui, il avait plutôt été... il n'a pas été arrêté, justement. Tout à fait. Et on en a voulu au président Déby père de n'avoir pas justement coopéré avec la CPI du fait qu'il n'aurait pas arrêté le président Omar El-Béchir qui serait en visite justement dans son pays. Quelques années plus tard, le président Déby père avait taxé la CPI d'instruments néocolonialistes. Et effectivement, quand on parle d'instruments néocolonialistes, on va se rendre compte que la CPI n'a jusqu'ici jugé que des dirigeants africains. Et a quand même se poser des questions sur la crédibilité et sur le rôle ou bien de cette cour bien sûr, pénale internationale qui, ma foi, est peut-être aveugle sur certains faits qui sont véritablement graves et qui ne poursuivent que les dirigeants africains. Lorsqu'on a dit cela, il faut maintenant revenir un peu dans le contexte soudanais lui-même en question. Sur les soutiens et sur les parties prenantes, n'est-ce pas, de la guerre qui sévit au niveau du Soudan. On a d'un côté les forces gouvernementales et on a de l'autre côté les forces de soutien rapide. Pour qui sont destinés les soutiens venus du Tchad? Et ces soutiens sont destinés effectivement aux forces de soutien rapide. Il faut préciser que les deux leaders de ces factions effectivement se positionnent au niveau international pour être ceux ou bien celui qui devait être en vue le plus. Et là, il y a véritablement un combat de leadership qui est soutenu par justement les forces étrangères occidentales, qui par les États-Unis et d'autres par, n'est-ce pas, les autres parties occidentales. Alors, on se pose la question de savoir d'où viennent les armes. Parce que le Tchad n'est qu'un pays de transit. D'où viennent les armes? Pour quelle intention est-ce qu'on amènerait cet appui logistique aux forces de soutien rapide? Que voudrait donc dire, n'est-ce pas, cette intervention? Et qu'est-ce que cela renvoie comme information capitale dans la géopolitique de la région? Parce qu'il y a véritablement une bataille entre, n'est-ce pas, ces puissances-là. Le compagnie Saïs disait tout à l'heure effectivement que les Émirats arabes unis, que ce soit les Émirats arabes unis, le Qatar et les autres pays, sont des soutiens effectifs des États-Unis dans la région. Autrement dit, c'est les États-Unis qui sont effectivement les maîtres du jeu et qui voudraient, quand on regarde le support qui est appuyé, qui est envoyé aux forces de soutien rapide, voudraient donc justement voir le général de Gaulle au pouvoir. Voilà la première interprétation qu'on peut avoir sur le soutien et sur le transit de ces éléments de guerre pour le Soudan. Donc, l'autre partie qui se constitue donc en plaignant au niveau de la CPI, c'est le camp d'en face, autrement dit, le camp du régime qui se prévaut d'être celui qui serait légitime actuellement au Soudan, et par le truchement de la France qui voudrait mettre à mal maintenant le régime tchadien, parce qu'il faut le rappeler également, le Tchad a renvoyé toutes les troupes françaises chez elle. Donc il y a cette petite rancune-là qui fait donc en sorte que la France voudrait donc voir un peu le Tchad souffrir d'une manière ou d'une autre. D'où le soutien apporté à cette ONG soudanaise pour pouvoir faire en sorte que le président actuel du Tchad soit devant la CPI. Mais avec les relations troubles qu'il y a déjà eu entre le père Déby et la CPI, je n'ai pas envie de croire que c'est une plainte qui va forcément prospérer au niveau du Tchad, parce qu'effectivement, la coopération entre le Tchad et la CPI était déjà très trouble à l'époque de Déby père, et je crois qu'avec
les soutiens. Et on a vu si effectivement c'est avéré que les États-Unis seraient donc maîtres dans la manœuvre, il est peut-être un peu superflu de penser que cette plainte pourra prospérer du fait du soutien que le Tchad pourrait bénéficier des États-Unis de ce côté-là. Merci. Il faut quand même ajouter, pour faire complet que vous avez quand même les forces de soutien rapide qui utilisent les vecteurs aériens, c'est-à-dire ils utilisent les drones, les hélicoptères, ils ont une logistique comparable à celle de l'armée régulière. Et qui est de plus en plus défaite sur plusieurs fronts. Il y a environ une semaine, il y a une accusation qui est venue du Soudan du Sud, qui faisait partie du Grand Soudan, où vous avez les avions de l'ONU qui sont accusés d'espionnage. Et vous comprenez donc qu'en fait, les acteurs peuvent avoir revêtu un visage légal. Mais dans un contexte de brouillage géopolitique et stratégique, on choisit qui on va pouvoir emmerder, comme c'est le cas. Je ne suis pas en train d'absoudre justement les autorités tchadiennes, mais je dis, il ne faut pas prendre certains acteurs, les mettre en perspective, et les autres, vous les oubliez, alors qu'il y a différents acteurs sur le terrain d'opération. Quand les avions de l'ONU sont accusés des opérations d'espionnage au Soudan du Sud, c'est quoi le projet, Madame Siké? L'ONU qui a vocation, paraît-il, à assurer le maintien de la paix, et qui se retrouve dans des activités clandestines d'espionnage, c'est quoi le projet? Pour enchérir aussi là-dessus, il faut peut-être préciser aussi que c'est le mode operandi justement de ces puissances, c'est-à-dire qu'il faut forcément trouver un bouc émissaire à une situation qui serait arrivée. Quand on prend le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le président Gbagbo et Charles Blé Goude ont été libérés, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu définir qui était coupable de ce qui est arrivé. En Côte d'Ivoire, justement, il y a eu l'ONUCI. L'ONUCI qui a commis des crimes, effectivement, qui était censé être une force de maintien de la paix ou d'interposition, mais qui a carrément commis les crimes avec un mandat légal. Que est devenue cette affaire, Madame Siké? Classique. Comme en République démocratique du Congo, on connaît effectivement les véritables acteurs. Absolument. Voilà, et là-bas, il faut la distinction, la diversion. Voilà. On va aller au standard et prendre l'avis de nos téléspectateurs avant de revenir sur le plateau. On va donc à Bamako, au Mali, avec vous, Monsieur Bill. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Monsieur Salut, Bill. ça va? Très bien. Vous vous souvenez quand l'armée française était en train de soi-disant partir du Tchad? Il y avait un moment où ils avaient dit qu'il y a des Bulgares, des soldats bulgares qui étaient venus comme des formateurs ou autre chose. C'est-à-dire, bon, comme les Bulgares, c'est des Slaves, ils parlent la même langue après que les Russes et les Ukrainiens. Donc, c'est certainement une des unités ukrainiennes, des mercenaires ukrainiens qu'ils ont fait rentrer par le Tchad, de cette manière-là. Donc, ça veut dire, c'est depuis là-bas, c'est depuis le Tchad que est partie cette équipe d'Ukrainiens qui se mettent soit au Soudan, au Mali, bon, au Sahel, je veux dire en général, quoi. Et partout où le besoin se fait sentir pour faire travailler ces mercenaires-là. C'est à partir du Tchad qu'ils parlent. C'était certainement pas des Bulgares, mais je dirais qu'ils avaient des tenues bulgares, ça se fout le drapeau, quoi. Mais c'était certainement des mercenaires ukrainiens qui étaient venus. Et c'est eux qui sont en train de déstabiliser maintenant toute l'Afrique. Voilà. Parce que, ça veut dire, c'est pas qu'ils veulent emporter la guerre d'Ukraine ici, mais tant que la guerre d'Ukraine n'est pas finie, ici en Afrique, on n'aura pas certainement la paix. Voilà, merci. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci, monsieur Bill, depuis Bamako, au Mali. Merci pour cet appel. Nous allons rester au standard, poursuivre avec nos téléspectateurs. Les numéros de téléphone sont donc affichés au bas de votre petit écran à la maison. Vous les composez, ensuite vous participez. Allô? Allô, oui, je peux? Oui. Bonjour, Madame Siké. Bonjour. C'est monsieur. Bonjour, Madame Siké. Bonjour, c'est monsieur Diallo. Bonjour, Madame Siké. Oui, monsieur Diallo, bonjour. Madame Siké, pour parler du Tchad et du Soudan, il faut
il faut parler de l'histoire. Madame Siké, tout ce qui s'est passé au Tchad, tous les coups d'État qui se sont succédés au Tchad, passés par le Soudan, toutes les rébellions, ce qu'on ne dit pas. Madame Siké, je veux vous révéler un secret aujourd'hui. Comment j'ai été membre de la CIA? Comment j'ai été membre de la CIA? C'est à partir de l'Algérie. Nous, on avait formé en 1977 les amis du peuple algérien. C'est à partir de là que nous avons été infiltrés. Madame, on ne peut pas venir s'asseoir et dire certaines choses et se cacher. La principale source de la CIA en Afrique, c'est l'Algérie. L'Afrique, comme se trouve en Algérie, et un narratif se dit que l'Algérie est plus forte que la France. Une telle aberration. Madame, je parlais de la cinquième colonne hier. Vous savez comment ils ont gagné, les Allemands ont gagné en Espagne. C'est ce qui les a poussés à amener cette deuxième guerre mondiale. Malheureusement, dans l'aviation, ils allaient battre l'Angleterre et c'était fini. Donc, ce qui s'est passé, jamais. Le Burkina ne peut même pas recevoir la délégation aérienne. C'est grâce à Simi Goïta qu'on essaie de dénigrer ce monsieur qui a demandé à leurs fissons d'accepter de recevoir la délégation nigériane. On parle de l'Union africaine. Qu'est-ce que c'est que l'Union africaine? Si l'Union africaine était vraiment une organisation, tout ce qui se passe ne serait pas. On sait ce qui se passe. On se connaît. Vraiment, moi je respecte toujours les femmes. Il y a certaines choses que je ne dirai jamais. Sinon, nous, membres de la CIA, moi je suis ex-membre de la CIA, parce que je suis sorti. C'est nous qui avons supporté Hissène Habré, l'accompagner. Le jour où Hissène Habré était à Djamena, j'étais présent à côté de son frère Daoussa Déby. Madame, vraiment, Albert Alatour Haïti et le représentant du PUS, il ne faut jamais vous sous-estimer. Vous êtes comme les Béhanzins, vous êtes comme les Samori Touré, vous êtes comme les Ella Joumar. C'est vous qui n'avez pas peur, c'est vous qui êtes en train d'ouvrir les yeux. Le Qatar, tous ces gens-là, tous ces pays arabes-là, c'est la même chose. C'est la même chose. Les Berbères Al-Mouravides qui sont venus détruire Koumi Salem, venus d'Algérie, on ne le dit pas. Madame, je vais m'arrêter ici, tout en souhaitant longue vie à votre chaîne et en vous réitérant toujours ma demande, le regard panafricain et réunir tous les autres. Jonathan Batengene a été récupéré par l'Algérie. Seul le professeur Belek est véridique aujourd'hui. Madame, on sait tout, on ne dit pas, mais on sera obligé de le dire. Vive l'Afrique! L'Afrique ne sera jamais balkanisée. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, depuis le Mali également. Merci infiniment. On va prendre Monsieur Marc cette fois-ci. Monsieur Marc, bonjour. Bonjour, Madame Siké. Bonjour. Je voudrais dire bonjour à Monsieur 3A et à Madame Linda. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, nous voulons demander aux Occidentaux de nous laisser tranquilles.
il faut que les Occidentaux nous restent tranquilles. Parce que l'Afrique est devenue aujourd'hui leur terrain de jeu. Ils ne font pas de la politique, mais ils font trop d'ingérence. Mais on n'est plus au temps de la colonisation. Il faut arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, les intellectuels africains sachent analyser, apprécier les bonnes et les mauvaises relations. Et tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, avec tout ce qui, la dernière fois, leur ingérence au niveau du Bénin, mais ça a été quelque chose que vos analystes sur le plateau ont bien analysé, et nous avons vu en fin de compte que c'est les pays du Sahel qui avaient raison. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui on ne peut plus faire en Afrique comme au temps colonial. Mais comment la CPI aujourd'hui, tous ceux qui ont commis des gaffes en Afrique avec toutes ces éliminations depuis même au temps de l'indépendance jusqu'à la décolonisation, tous ceux qui voulaient du bien de l'Afrique, ils les ont éliminés un à un, jusqu'à 58 chefs d'État qui ont été éliminés sur ce continent. Mais jusqu'à cet instant où nous parlons, c'est toujours l'Afrique. En Afrique, ils vont commettre leur forfait. Mais il faut arrêter. On a besoin de se développer. C'est vrai, vous avez pour chaque ça a été dénoncé. Tous les pays. Moi, je voudrais demander aux pays africains de fermer les ambassades diplomatiques qui sont au continent, qui font ce genre de velléités-là. Il faut quand même les fermer. Quand nous devons ambassadeur en Afrique, qui n'est pas un ambassadeur, mais un espion, il faut le dénoncer tout de suite et le chasser, comme nos frères du Sahel sont en train de faire. Monsieur Déby, qu'est-ce qu'a-t-il fait de mal pour qu'aujourd'hui, c'est lui qui va à la CPI et que M. Jimmy Carter et tous ceux qui ont commis des gaffes en Irak, en Syrie, même en Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé, on n'a même pas encore une solution et aujourd'hui, on s'en va tomber sur un autre chef d'État. Est-ce que, je veux dire quoi, le Tchad fabrique des armes. Les armes là sont venues d'où? Qui leur donne? Les massacres qui ont eu lieu au Soudan dans ces derniers temps-là, c'est M. Déby qui allait faire ces massacres-là. Ils savent très bien qui a fait les massacres, mais comment ils veulent détourner notre attention sur autre chose. Cette fois-ci, nous, Africains, nous allons lutter pour M. Déby. Nous allons faire des panels et je demande vraiment à M. Matomba et à vous de faire des panels et que les intellectuels africains viennent défendre M. Déby. Cette fois-ci, nous ne le laisserons pas comme ça. J'ai envoyé Gbagbo à la CPI, tout en disant que Gbagbo a massacré qu'on appelle les Ivoiriens par un plan commun. Finalement, c'est sorti bredouille. Ils n'ont même pas pu le condamner. On sait qui a commis ces genres de crimes, mais jusqu'aujourd'hui, rien. Et avec ça, ils vont aller prendre encore M. Déby. Mais vous pensez que nous allons laisser comme ça? Et nous allons rester dans ce genre de choses-là. Cette fois-ci, il va falloir que les Africains se mobilisent autour de M. Déby. Il ne peut pas aller à la CPI. Que ceux qui commettent ces genres de forfaits-là, qu'on aille les identifier et qu'on les envoie à la CPI. Sinon, la CPI devient folklore, cette Cour pénale internationale. Ça devient maintenant contre les Africains, mais pas contre les vraies personnes désignées qui commettent ces gaffes en Afrique, qui ne s'occupent plus de nos problèmes. Moi, j'aimerais que les Européens, en tout cas, restent en dehors des problèmes africains. Nous sommes grands maintenant, nous allons nous-mêmes nous prendre en charge. C'est mieux. Nos enfants souffrent trop. Nos populations souffrent trop. On n'a pas besoin d'eux là-bas. Nous sommes sur un territoire qui nous appartient. Nous voulons vivre heureux aussi. Ils vont prendre nos ressources gratuitement avec tout ça et en même temps,
tous ceux qui sont nos dirigeants en Afrique, il va falloir les ramasser pour aller les juger. Or, eux-mêmes qui commettent des forfaits, ils ne peuvent même pas être jugés par leur cours. C'est quel problème ça? Ah non, non, non. Là, moi, je suis en colère. Hein. Je suis en colère contre ces gens-là. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Oui. Merci également à vous, Monsieur Marc, depuis la France. Merci beaucoup pour cet appel et bien écoutez, on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Nous allons en Côte d'Ivoire prendre un autre téléspectateur. Allô? Oui, allô, madame. Bonjour. Bonjour. Mon intervention est que désormais, il faut que les Africains ouvrent les yeux. Parce qu'on ressent la haine entre nous. On ne veut pas que nos proches évoluent. Et il arrange nos pays. Voilà le mal que nous avons. Le matériel que nous avons, nous cherchons ça ailleurs. Voilà, je regardais France 24 un jour, et un journaliste français disait comme ça, que le Niger est le pays pauvre d'Afrique et du monde entier. Alors que la ressource que le Niger les produit, c'est énorme. Et ces Français-là, ils ont fabriqué un média diabolique contre l'Afrique. Et ils sont partout. Et ils ont mis des espions partout. Et on ne peut même pas se mouvoir. Vraiment, c'est déplorable pour l'Afrique qui accepte ce genre de choses. Je suis un Africain. Mais si je vois mon ami, sinon mon frère africain être maltraité, je dois m'aligner derrière celui-là qui est maltraité. Mais on a de ces clans diaboliques et on s'accompagne. C'est pas normal. Ce n'est pas normal que les gens viennent sur notre sol pour nous maltraiter là. Ils viennent sans papier. Ils sont jardiniers là-bas, ils viennent, ils sont des ingénieurs ici. Alors où allons-nous? On se forme pourquoi? Et nous ne mettons même pas nos lois en vigueur. Alors, que nous alors, si quelqu'un veut venir d'Europe, jusqu'à la fin, malheureusement, monsieur, malheureusement, la connexion, le réseau n'est pas très bon avec vous, malheureusement, mais je pense, j'ose croire que vous avez quand même pu dire l'essentiel ou partager avec nous l'essentiel de votre commentaire ce matin. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci d'avoir appelé depuis la Côte d'Ivoire. Les numéros de téléphone affichés au bas de votre petit écran, chers téléspectateurs, et surtout n'essayez pas de vous réécouter à la maison lorsque vous êtes déjà en direct. Baissez le volume de votre poste, de votre téléviseur et participez tout simplement. Appel direct ou WhatsApp au plus 237 693 58 96 68 ou encore le plus 237 683 20 96 91 ou même par Skype for You TV. Est-ce qu'on poursuit au standard avant d'aller prendre peut-être une réaction avec nos invités? D'accord, on revient d'abord avec votre réaction déjà, Madame Labaroui, à la suite des téléspectateurs. On va revenir au standard dans quelques minutes, mais une réaction, Madame Labaroui? Écoutez, il faut se baser un peu sur ce qui se passe à l'ONU. J'ai déjà expliqué, et même cette semaine, je vous ai envoyé le témoignage d'une personnalité très importante à l'ONU. Les rapports sont véridiques, les rapports sont vrais. Qu'est-ce que les États-Unis, ils ont fait? Ça, c'est une autre histoire. On l'a bien vu à Gaza, tout le monde a voté un cessez-le-feu. Il y a eu le veto américain, il y a eu que les Américains qui ont voté contre. Et cela plusieurs fois. Donc, il faut se baser quand même sur ce qui se passe officiellement, même les rapports de l'Union africaine. J'ai bien suivi ce dossier, j'étais la seule même à en parler, et je peux en parler encore aujourd'hui. Les Émirats arabes sont poursuivis par le Soudan,
il y a eu le chef d'état-major soudanais via les 3+1, donc les 3 pays africains qui siègent encore jusqu'à la fin de l'année au niveau du Conseil de sécurité à l'ONU. Donc, ils ont permis au chef d'état-major de l'armée soudanaise de s'exprimer, de donner un dossier véridique concernant les Émirats arabes et les implications tchadiennes. Les Émirats arabes, c'est, on va dire que c'est un allié des États-Unis, pour ne pas dire c'est le bras qui frappe carrément, et c'est un pays qui a été fabriqué en 1970 dans le plan Rogers par les États-Unis. Avant 1970, il n'y avait pas d'Émirats arabes et ils ont pris soi-disant leur indépendance en 71. Donc c'est la fabrication des États-Unis. Ils ont plus d'importance que le Tchad. Et puis il y a tout un travail qui a été fait justement pour boycotter ce que les Émirats arabes ont fait. Ils sont accusés en Libye, ils sont accusés aussi au Yémen, ils sont accusés en Syrie, ils sont accusés en Somalie, ils sont accusés dans le Sahel. Donc les Émirats arabes ont eu le soutien des Américains. La plainte, elle n'a pas abouti, mais elle est toujours là. Donc les Soudanais, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, puisque le sujet c'est pas les Émirats arabes, c'est le Tchad, et c'est via le Tchad, qui est un pays africain, que les Émirats arabes agissent. Donc c'est les Émirats arabes qui ont tout mis sur le Tchad. Aujourd'hui, les Soudanais, pour se défendre, ils vont au tribunal contre le Tchad. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai envoyé, j'invente pas. Maintenant, quand on vient souvent, et c'est pratiquement les mêmes, et ils accusent l'Algérie, moi je veux des preuves. Et quand je parle, je donne des preuves. Je n'invente pas. En ce moment, toute l'Afrique est réunie en Algérie, justement pour trouver une solution par rapport au terrorisme. Et nous, les Algériens, on a chassé les Émirats arabes. Maintenant, il y a quelques mois, là en 2005, le Mali a signé 11 accords avec les Émirats arabes. C'est quoi les Émirats arabes? Ce n'est rien. Ils n'ont pas de technologie. Ils ont pas le riz qu'ils mangent, ils sont obligés de l'importer. Les Émirats arabes, c'est insignifiant. Maintenant, si je signe des accords avec la Turquie, je peux comprendre. Si je signe des accords avec l'Iran, je peux comprendre. Mais signer avec les Émirats arabes qui, eux, ne possèdent rien, et ça veut dire que indirectement, on travaille avec Israël. En ce moment, Israël et les Émirats arabes ont les mêmes projets et ils investissent en même temps. Maintenant, il y a une information qui est tombée hier soir, et là, il faut ouvrir les yeux, c'est que si, l'Égypte a signé avec Israël un accord que les Israéliens n'en voulaient pas depuis le mois de septembre. Donc les Américains voulaient forcer, et ça a été signé hier. Donc nous avons Netanyahou qui est sorti, il a chanté les louanges de ces accords, mais dans ces accords, il y a un paragraphe très très important. C'est-à-dire que Netanyahou a obligé l'Égypte à marcher avec lui dans le plan de remettre Israël comme membre observateur, et cela pour nuire à l'Afrique du Sud. Et il y a le Nigeria derrière. Donc il faut faire très très attention à ce que l'Égypte est en train de faire. D'ailleurs, toute la presse égyptienne, elle est scandalisée par ce qui a été signé. Mais avec l'Égypte, on trouve qui? On trouve les Émirats arabes. Donc il faut comprendre les enjeux. Moi, je suis pas là pour dire Mohamed Idriss Déby a tort ou a raison. J'ai des informations, je les donne, je fais mes analyses à travers ces informations. Le Tchad est impliqué, qu'on le veuille ou pas, qu'il y ait des Noirs au pouvoir ou qu'il y ait des Blancs au pouvoir. Moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que l'Afrique retrouve sa sérénité. Il faut arrêter de croire que l'autre, il est de la même couleur que moi. Ça veut dire, il est avec moi.
faut sortir de tout ça. Et moi, je ne suis pas arabe. Il n'y a pas d'arabe. En Algérie, nous sommes des berbères. Nous sommes des arabophones. C'est par rapport à l'islam et le Coran et notre prière qui est en arabe. Donc, l'Algérie est dans son élément. Elle est sur son continent. Les Émirats arabes n'ont rien à faire chez nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vais terminer avec une chose. En 2014, Oussama Hamdan, le porte-parole de Hamas, il sort pour dire, eh ben, écoutez, nous avons détecté et nous avons des preuves que les Émirats arabes qui ont installé un hôpital à Gaza, ils l'ont carrément miné par des objets pour de l'espionnage. Et puis, il y a eu la même chose aussi dans le Sahel. Il y a on a découvert que les Émirats arabes, ils utilisent le croissant rouge pour espionner. Il y a des agents du Mossad au sein du croissant rouge. Le Soudan a eu la même chose. La Libye a eu la même chose. Ces informations, vous pouvez les avoir. Donc, quelqu'un qui est là pour espionner, qu'est-ce que vous attendez? Les Émirats arabes sont dangereux. Ils sont dans toutes les guerres. Et aujourd'hui, les États-Unis ont remarqué justement que y a un boycott général. Les Émirats arabes se sont salis, donc ils les retirent provisoirement pour utiliser d'autres méthodes. L'autre méthode qu'on vient de trouver, c'est que l'Égypte vient de signer des accords très dangereux et pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient. Il faut voir ce qui se passe à Bab el-Mandeb. Qui c'est qui veut s'approprier ce passage? Nous sommes concernés en Afrique. Bab el-Mandeb, il y a la Somalie. Qui a créé la guerre? Qui soutient aussi le Somaliland actuellement pour balkaniser le pays? Qui a soutenu la balkanisation du Soudan? C'est les Émirats arabes. Mais les Émirats arabes ont un allié, se cache derrière lui, qui s'appelle Mohamed Idriss Déby, qu'on l'accepte ou pas. Et tout ce que j'ai dit est là, et il est chez Madame Siké, même vos invités, si vous pouvez leur donner ces informations. Merci. Merci infiniment aussi. Merci à vous, Madame Labaroui. Nous allons bien sûr partager ces différents liens et sites et infos que vous nous avez bien sûr envoyés. Merci beaucoup. On va poursuivre avec les réactions. Oui, ok. C'est vrai qu'on m'a signalé, Monsieur Emmanuel. D'accord. On va d'abord prendre Monsieur Emmanuel, vous me permettez, depuis les États-Unis. Monsieur Emmanuel, bonjour ou bonsoir. Ce que vous faites pour l'Afrique, que Dieu vous bénisse. Mais j'ai une suggestion aussi en même temps. Bon, en tout cas, je m'excuse de mon français, ça va être un peu bancal parce que je suis ici depuis 26 ans, j'utilise plutôt l'anglais, donc ça va être un peu bancal mon français. Mais bon, parlant du Tchad, je suggère qu'on voit un peu, qu'on fasse un peu une analyse un peu profonde, puisque les Tchadiens sont en train de souffrir quand on vous entend tirer, comment dirais-je, dédouaner ce criminel de caca qui est imposé aux Tchadiens, et jusqu'à là, les Tchadiens sont en train de souffrir. Ça nous fait mal, nous autres, quand vous suivez. On est fiers de vous quand vous parlez de l'AS, des gens courageux, des IB, des présidents comme IB, machin, mais quand on essaie de dédouaner ce criminel de caca, ne serait-ce qu'à assurer le moindre pour ces peuples. Ce peuple, ils n'arrivent pas, les Tchadiens en ont marre. Mais jusqu'à là, quand vous entendez, vous, certains panafricains, ça nous dégoûte, quoi. Vous voyez? En même temps, on est fiers de vous quand vous parlez d'autres choses, quand vous soutenez l'AS, par exemple, on est fiers de vous. Mais quand on essaie de tirer, comment dirais-je, dédouaner certains criminels dont le peuple est en train de souffrir, et c'est un petit milice qui est, comment dirais-je, au pouvoir. Personne, on est là, on est, comment dirais-je, on a assez marre de ce analphabète de caca, mais quand on vous entend parler de lui, c'est comme si, bon, on n'est pas sûr s'il est en train de vous glisser quelque chose, mais ça fait mal quand même que les enfants africains tirent profit au détriment des autres. Ça nous fait mal quand même quand on vous entend certains sous le drap de panafricain. Vous voyez, ça nous fait mal quand même, quoi. Donc, quand même, parler de ce que lui, il fait mal dans son pays aussi. Monsieur Emmanuel.
Ouais. Oui, vous nous entendez? Ok, vous m'entendez, d'accord. Alors, Monsieur Emmanuel, vous allez poursuivre, mais je vous prie de retirer votre accusation. Nous ne sommes pas monnayés par qui que ce soit. Ce sont des accusations très graves et des déclarations très graves et d'ailleurs très insultantes. Donc, vous avez effectivement le choix, vous avez, bien sûr, vous pouvez donner votre point de vue, contredire. D'ailleurs, c'est ça le principe. Donc, vous pouvez, bien sûr, ne pas être d'accord et c'est de votre droit. Et c'est pour cela, vous l'aurez constaté, qu'il n'y a pas aucun appel n'est filtré sur For You Media Africa parce que nous estimons que chacun a le droit de donner son avis. Mais il y a des limites qu'il faudra poser. Il y a des limites, Monsieur Emmanuel, s'il vous plaît. Soit vous retirez cette parole, soit je serai obligé de raccrocher avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Alors, merci en tout cas, Monsieur Emmanuel. Nous espérons la prochaine fois, je suis obligée quand même de le dire, pour que vous reveniez sur les plateaux de For You Media Africa au téléphone, il faudra d'abord retirer vos propos. Alors, est-ce qu'on va rester au standard? Est-ce qu'on va rester au standard? La réalisation. D'accord, on poursuit d'abord. Mais vous laissez les numéros de téléphone, la réalisation. On prendra les appelants. Oui, la réaction, monsieur Haïssi. 3 choses à dire. Oui. La première chose qu'il faut rapidement préciser à l'intention de ce que vient de dire Madame Labaoui, c'est que dans un fait, oui, il y a une échelle de responsabilité. Oui. Même la loi le prévoit. Et les lois l'ont prévu dans divers contextes. Il y a des échelles de responsabilité. C'est pour ça que vous avez, par exemple, le receleur qui est durement, dans le contexte camerounais, le receleur est durement plus traité que le voleur. C'est vrai, oui. Et je ne voudrais pas croire que Madame Labaoui peut mettre au même niveau monsieur l'actuel président du Tchad que les États-Unis, les Émirats arabes unis et consorts. Ouais. Je ne pense pas, ce ne serait pas honnête. Et je ne suis pas ici en train de défendre un quelconque criminel présumé ou génocidaire, non. Je suis juste en train de dire qu'il faut éviter qu'on mette en perspective les lampistes africains. Et on cache derrière les véritables criminels, les véritables auteurs, les commanditaires, comme il faut les appeler. Je crois que Mme Labaoui, qui a certainement fait beaucoup de recherches, sait qu'en Irak, il y a des responsables occidentaux qui devraient être pendus ou fusillés sur la place publique. Mme Labaoui sait que du côté de la Libye, il y a des responsables, il y a des responsables occidentaux ou européens qui devraient être fusillés sur la place publique. Madame Siké. Mme Labaoui n'ignore pas qu'au Soudan, il y a des responsables occidentaux qui devraient être traduits par devant la CPI ou bien au Mali, en Somalie ou bien en République démocratique du Congo. Donc, il faut bien écouter quand on dit les choses. On ne se réveille pas à 5 h du matin pour venir dire ce que j'entends là. Ici, sur le plateau, en tout cas. C'est un plateau très sérieux. La deuxième chose qu'il faut dire, et je suis d'accord, moi je suis partant pour que nous ayons des juridictions continentales africaines. Parce que la CPI, ce n'est pas pour les Africains. La CPI fait partie des instruments onusiens qui figurent dans la fameuse charte de l'impérialisme. Ça dit que c'est eux qui doivent pouvoir reconnaître les États souverains ou non. C'est eux qui doivent pouvoir implémenter le droit international, c'est eux qui le contrôlent, c'est eux qui disent ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bon pour tout, qui est bon pour tout le monde. Non? Oui. C'est pour ça que le président Babo l'a dit, que si vous avez 100 détenus à la CPI, 98 sont africains. Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi? Oh bon, c'est un criminel. Les documents sont là. Tony Blair, c'est un criminel. Sarkozy, c'est un criminel. Du point de vue d'abord du continent africain et du point de vue de l'Europe. De quoi est-ce qu'on parle? Et ça continue. Il n'y a pas très longtemps, celui qui est en Syrie là, qui désormais il est fréquentable, il était quoi? C'est pas un terroriste qui est là en Syrie? Qualifié de terroriste, oui. Ahmed Al-Sharab. C'est pas un terroriste? Il est devenu président sur la base de quelle élection? De quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce qu'on a fait partir Omar al-Bashir? Pourquoi est-ce qu'on a fait partir Bachar al-Assad?
Madame Laboy, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a fait partie? Contrairement aux raisons, ce qui est dit sur les plateaux de télévision. Je n'ai pas envie de dire ça sur le plateau parce que ce n'est pas là l'émission. Ce n'est pas ça la problématique. Il faut qu'on sache de quoi est-ce qu'on parle quand on vient sur un plateau. Omar El-Béchir, on sait pourquoi est-ce qu'il est parti. Pourquoi est-ce qu'il a retrouvé la CPI? On lui a fabriqué une narrative, on lui a fabriqué un truc comme d'habitude, alors que les gars sont venus faire du business comme ils ont l'habitude dans leur jargon. Ils sont allés faire du business en Afghanistan, ils sont allés faire du business en Irak, ils sont allés faire du business en Libye, sur le fallacieux prétexte de ce que M. Kadhafi c'est un dictateur. Ils sont en train de faire du business en République démocratique du Congo, ils sont allés faire du business au Soudan, ils sont en train de le faire. Ils sont allés faire du business en Somalie. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nous connaissons le projet. Donc, la responsabilité nous incombe. Ça, c'est les deux. Il urge, je répète, il urge qu'on ait nos juridictions. Je crois qu'il y en a qui ont pensé, dans leur narratif, qui ont dit, par exemple, s'agissant de est-ce que l'AIS est sortie de la CP, de la CEDEAO pour échapper à la justice internationale. À la justice, oui. Ils ont dit non. La justice internationale, l'ordre international tel qu'il fonctionne n'est pas équitable. Nous devons avoir nos instruments de juridiction pour régler nos problèmes. Et je crois que c'est logique. Le continent africain est plus grand que le continent européen, plus peuplé que le continent européen. Pourquoi est-ce que les problèmes africains doivent être gérés par les autres? C'est ça le débat de fond. Le continent africain, c'est quand même plus d'1 milliard. 500 millions d'habitants, oui. 30 millions de kilomètres carrés, donc c'est même encore sous-peuplé. Ouais. Contrairement à l'Europe, de quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire, États-Unis réunis, l'Europe réunie, ça ne fait pas la population africaine. Mais c'est là-bas où on va gérer les problèmes africains. Pourquoi? Qui sont-ils? Et en plus, nous sommes leurs aînés. Contrairement à ce qui dit, l'Europe n'a jamais été le vieux continent. C'est le continent africain qui est le berceau de l'humanité qui devrait être appelé le vieux continent. C'est de l'imposture. Troisième chose qu'il faut dire, madame, c'est un peu énervant tout ce que j'entends là. La troisième chose qu'il faut dire, je voudrais répondre aux spectateurs qui viennent de partir là. Nous ne sommes pas ici dans un parti politique. Il y a des contradictions internes qui peuvent être gérées, d'ailleurs que nous dénonçons. Bien sûr. Régulièrement sur ce plateau. Ouais. Il y en a, parce que j'ai suivi le même narratif que nous subissons souvent des appelants dans de la diaspora togolaise. Togo, oui, du côté togolaise. Togo. C'est-à-dire qu'ils pensent que nous soutenons une dictature togolaise, alors que nous mettons en perspective, en débat, les contradictions internes au Togo. Ouais. Il ne faut donc pas qu'on nous mélange dans les querelles politiciennes. Nous ne sommes pas dans les querelles politiciennes. Nous sommes là nous ne sommes pas dans la périphérie. Nous débattons des vrais problèmes. Et M. Kaka a beau être dictateur de son point de vue, c'est son point de vue. Nous analysons ce qui a les implications géopolitiques. Ouais. C'est ce qui est la question. Maintenant, chacun, si on va regarder comment lui il gère son foyer, on trouvera forcément quelque chose à redire dans la gestion du foyer. C'est comme ça aussi avec la gestion d'un État. Donc, il faut respecter les avis des téléspectateurs, ouais. Tout comme ils doivent également respecter nos opinions. Merci. Merci à vous, monsieur Aïssi. Avant de prendre l'avis également de monsieur Lombo, nous allons aller en France et prendre monsieur Koné. Monsieur Koné, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Siké. Bonjour. Oui, monsieur Koné. Allô. Oui, monsieur bonjour, Koné. madame Siké. Bonjour. Bonjour, monsieur A au cube, au triple A, au 3A. Mes respects à tous les techniciens, Je voulais donner donc un humble et modeste avis sur 3 points. Et le premier point, c'est que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de représentativité de nos sœurs, de nos épouses et de nos camarades féminines sur le plateau et parmi les appelants. Et le deuxième point, c'est que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, a créé donc une cour confédérale pénale. J'aimerais qu'on en parle un peu plus et qu'on puisse soutenir l'AES pour pouvoir traduire devant cette cour toutes les firmes multinationales occidentales qui sont en train de saccager donc le patrimoine
culturel africain. Le troisième point, c'est la situation en Afrique. Quand on prend ce qui se passe en Somalie, au Soudan, en Centrafrique, au Cameroun, au Mali, au Nigeria, au Niger, au Burkina, il faut l'intégrer tout ça dans un même conflit. Dans un même conflit qui nous oppose aux impérialistes, donc atlantistes. Et qu'on se dise qu'il s'agit d'un rapport social, d'un rapport de force entre ces anciens pays esclavagistes, ces anciens pays qui ont colonisé l'Afrique, et trouve au sein du Conseil de sécurité la France, l'Angleterre et les États-Unis, et qui ont mis également en place les mêmes instruments tant économiques, juridiques que financiers pour corseter le continent africain. Je pense que on a un travail fantastique à faire pour que certains jeunes Africains ou nos jeunes Africains puissent se réapproprier leur cerveau. Donc, il y a un combat fantastique aujourd'hui concernant le cerveau des jeunes Africains, et un rappel historique est fondamental dans ce cas. Un rappel historique est fondamental. La situation au Soudan, le Tchad, j'entends parler, c'est de faire référence à ce qui s'est passé à Fashoda. Je vous remercie. Excellente journée à vous. Que Dieu vous garde. Il y a cette juridiction qui est en train d'être mise sur pied par les États de l'AES, d'ailleurs, comme plusieurs autres institutions. Et ça peut, monsieur ici parle souvent de laboratoire, ça peut également justement servir, on n'en parle pas souvent, mais il y a voilà, cette juridiction-là qui peut, pourquoi pas, voilà, nous servir aussi en Afrique. Oui, monsieur Lombo, des réactions après les téléspectateurs. Oui, déjà, il faut préciser que les différentes réactions amènent effectivement à la réflexion sur la souveraineté et la responsabilité justement de l'Afrique et de ses dirigeants face à ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il faut préciser que aujourd'hui, dans tous les États africains, il y a des franges de l'opposition et il y a le gouvernement ou bien la partie dirigeante du pays. Donc, à tous les niveaux, il y aura toujours des antagonismes ou bien des contradictions au sein du même pays. Ça veut donc dire en réalité que commenter, n'est-ce pas, l'information ou bien l'actualité dans ces pays-là ne revient pas forcément à prendre parti pour je vais dire, pour un côté que ce soit. Mais il s'agit pour nous, effectivement, de rappeler plutôt la responsabilité de ces différents dirigeants, qu'ils soient de l'opposition, entre guillemets, ou bien de la partie dirigeante du pouvoir, de pouvoir faire en sorte que les peuples qui sont gouvernés aient effectivement l'impression ou bien ressentent que le gouvernement ou bien le pays soit en train d'aller dans une direction bien précise. Et ici, aujourd'hui, nous parlons panafricanisme, nous parlons de souveraineté, nous parlons de l'indépendance des pays africains. Cela implique donc que dans tout ce qui se passe là, ce qui serait déterminant, ce n'est pas d'incriminer un président ou bien une autre partie, mais c'est de voir la réaction que ce président-là aurait avec justement les interactions qu'il y a autour de lui. Parce que dans le cas du Tchad, comme l'a évoqué Madame Labaroui, il faut dire qu'il ne s'agit pas de protéger Mahatma Idriss Déby, mais il s'agit de commenter l'actualité géopolitique et de projeter effectivement les implications et les impacts que, n'est-ce pas, cet état de choses aurait eu. Parce qu'il faut préciser une chose, le Tchad est, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie d'un peu le thème impliqué, est partie prenante. Parce que une livraison logistique
partant des Émirats arabes unis en direction du Soudan ne peut pas transiter par le Tchad sans que les autorités tchadiennes ne soient au courant. Ouais. Donc, sur la question de l'implication, elle ne se pose plus. Maintenant, la véritable question... Mais ce qui est un type d'implication, ça, il faut faire complet. Mon implication, ce n'est pas dans le sens d'incrimination. Non, je n'ai pas l'implication du logistique, du point de vue de la logistique. Vous avez l'implication du point de vue de la gestion des flux des migrants, des réfugiés, voilà. Oui. Mais il faut également dire, Madame Siké, que vous avez également l'implication des populations, parce que vous avez des deux côtés du camp des belligérants, vous avez les Tchadiens qui combattent de part et d'autre, qui sont fait enrôler de part et d'autre dans les deux camps. Ça, c'est justement cette information-là qu'il faut préciser pour dire qu'effectivement, après toutes ces analyses, il faut placer la réaction tchadienne dans ce contexte et voir. Les fiches faisaient rêver. Elles virent aujourd'hui au casse-tête diplomatique. Les lions de la Teranga et les éléphants de Côte d'Ivoire fouleront bien les pelouses américaines l'été prochain, mais ils pourraient le faire dans des stades sans le... Les autorités tchadiennes devraient justement préserver ses intérêts d'une manière ou d'une autre et préserver également sa souveraineté. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que qu'on dise que le Tchad soit instrumentalisé par les États-Unis justement par rapport à cet état de choses, c'est la réaction tchadienne. Que veut le Tchad? Quelle est la vision du Tchad par rapport à ce qui se passe? Parce qu'il faut préciser que le Tchad partage au moins 1000 km, n'est-ce pas, de frontières avec le Soudan. Et c'est des questions... Les fiches faisaient rêver. Elles virent aujourd'hui au casse-tête diplomatique. Les lions de la... J'ai envie de dire, neutre dans ces situations. La véritable question, c'est à quel niveau est son implication se situe, quels sont ses intérêts et comment est-ce qu'elle réagit donc face à cette situation de manière concrète et précise. À qui profite également cette situation au Soudan? Est-ce que c'est le Tchad qui fabrique les armes? Est-ce que c'est le Tchad qui envoie les armes? Le Tchad n'est que transitaire. Donc il ne s'agit pas de dédouaner Mahamat Idriss Déby, mais c'est d'analyser la situation soit et de dire quelle orientation aurait-il pu avoir par rapport à la situation pour préserver les intérêts du Tchad à ce moment-là. Parce que c'est ça aussi qu'il est question. Les intérêts du Tchad. On ne peut simplement pas dire qu'il est impliqué, qu'il aurait fait des exactions, mais il faut en plus de cela prendre en compte ces différentes tensions et les intérêts du Tchad par rapport à la situation. On rappelle que nous sommes en train justement de sortir. Vous permettez, je prends Madame Labaroui parce qu'on est en train de faire le dernier tour. On reste toujours dans la discussion pour nous permettre de comprendre et de mieux appréhender le problème. Madame Labaroui, c'est bien sûr votre mot de fin en quelques minutes. Écoutez, pour moi, le Tchad... je parle pas du Tchad, je parle de Mohamed Idriss Déby parce que le peuple tchadien, c'est la première victime de la politique de monsieur Mohamed Idriss Déby. Pour moi, il est plus dangereux que les Émirats arabes parce que c'est un Africain. C'est lui qui nous porte préjudice en Afrique. Lui et tous les traîtres. Il y a 2 ans, j'ai fait partie d'un groupe de personnes. Nous avons lancé une campagne nationale, une pétition pour remettre en Algérie la peine de mort que les États-Unis ont obligé tous les pays à annuler chez eux en 1991 avec l'effondrement de l'Union soviétique. Là, le dossier, il est dans le bureau de notre ministre de la Justice. Il nous a répondu publiquement et puis la peine de mort va être rétablie bientôt. Et il y a un autre degré de traître que nous avons. On a lancé aussi une pétition pour que les traîtres soient déchus de leur nationalité algérienne, ceux qui sont planqués à Londres, Paris, Berlin et New York et Washington. Donc là, le Parlement, cette semaine, va justement étudier la question. Bien sûr qu'il y a des gens qu'on doit condamner à mort ou qui sont... j'ai toujours dit que Al-Burhan est plus dangereux que Hmidi. Al-Burhan, c'était un officiel. Il est plus dangereux. Maintenant, si nous avons des traîtres comme ça qui nous ramènent des mercenaires, des armes, qui déversent de tout ce qu'ils ont, même la drogue. La drogue, le Tchad est impliqué aussi par les Émirats arabes.
Eh ben pour moi, Mohamed Idriss Déby, c'est lui qui est dangereux. Quand on a dans une famille, quand le fils va nous chercher un voleur pour nous voler, qui est le plus dangereux? Eh ben s'il n'y a pas le fils qui va chercher le voleur, il n'y a pas de voleur. Donc si Mohamed Idriss Déby et d'autres comme lui, même en Algérie, nous avons des alliés aux Émirats arabes. Il faut pas croire, hein, ils se sont barrés, hein, mais on fait le nécessaire. Nous sommes dans un monde actuellement, nous sommes dans un monde radical. Et ils sont tous d'accord pour continuer à piller le continent. On nettoie l'intérieur pour qu'on puisse s'en sortir. C'est l'intérieur qui nous fait du mal. C'est l'intérieur, les traîtres que nous avons à l'intérieur en Afrique. Et moi, je suis la première, et je l'ai dit, je le redis, eh ben, je suis fière d'avoir fait partie de ces gens-là qui ont lancé le rétablissement de la peine de mort en Algérie. Et nous sommes le seul peuple au monde qui avons stigmatisé les traîtres et nous les avons appelés les harkis. Donc, je reste dans cet esprit. Tant que nous avons des endocolons et des traîtres, on s'en sortira pas. Donc, pour moi, Mohamed Idriss Déby, c'est lui qui nuit à l'Afrique. S'il n'y a pas Mohamed Idriss Déby, il n'y a pas d'aéroports qui sont loués pour les Émiratis et avoir des mercenaires chez nous et des terroristes chez nous. Merci. Merci à vous, Madame Labarui. Merci beaucoup. On poursuit le tour, M. Aïssi. Écoutez, Madame Siké, je veux dire deux choses rapidement. Déjà, c'est inacceptable qu'un État africain serve de base arrière pour la déstabilisation de notre État. Oui. Ça, c'est inacceptable. Et il vous souvient, dans un contexte pas très lointain, que dans un projet de tentative de déstabilisation de la Guinée équatoriale, il a été retrouvé parmi n'est-ce pas, le commando des Tchadiens, des Soudanais, des Libyens, entre autres. Et ça, c'est le renseignement camerounais qui a fait le job. C'est important aussi de le dire, que le Cameroun joue un rôle fondamental dans la stabilité, n'est-ce pas, de la sous-région. C'est important. Donc, le fait que, justement, M. Déby décide de faire une partie des mercenaires français, mais laisse son territoire des mercenaires américains, ça dit l'usine à fabriquer des mercenaires, il y a un gros problème. Donc, il ne peut pas être dédouané. Mais en même temps, il faut reconnaître que à l'intérieur, dans son propre camp, il a un rôle ambigu, il joue un jeu ambigu. C'est-à-dire, la plaque selon la logistique qui va faire la guerre, qui va déstabiliser son voisin. Il se plaint de recevoir les flux de réfugiés de son voisin. En plus, il a des compatriotes qui vont combattre aux côtés des deux camps. Je crois qu'il y a un gros problème. C'est une question qu'il faut absolument régler et très rapidement. Et je crois que là, on va revenir sur ce que j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire que nous avons un problème d'élite. Je parle de la qualité de l'élite politique. Il va falloir être très attentif parce que si nous avons des dirigeants comme M. Déby, que moi j'ai toujours contesté, en Afrique, je crois que nous ne serons pas sortis de l'auberge. Merci à vous, monsieur Aïssi. Monsieur Lombo, pour sortir votre mot de fin. Oui, il s'agit ici justement d'une question de responsabilité et d'alignement. Oui. Parce qu'effectivement, quand on regarde la situation du président Idriss Déby, on se rend compte qu'il y a justement une double facette et un double jeu qui est en train d'être opéré. Et la véritable question pour nous, c'est de savoir effectivement quelles sont ses véritables intentions quant à ce qui est de la souveraineté des pays africains. Parce qu'on ne saurait dire qu'on est un État souverain en ouvrant la porte à d'autres puissances impérialistes qui fomentent et alimentent des guerres sur le territoire africain. Il y a comme une incongruité à ce niveau-là. Donc il est clair qu'il va falloir préciser de manière claire quelles sont les véritables intentions et quelle est la vision véritable que le président tchadien porte pour le continent africain et pour son pays, le Tchad. C'est ce qu'il faut véritablement définir. Et cette définition ne peut se matérialiser que par des actes. Autrement dit, il n'aurait pas servi de base arrière, justement, pour le transit, n'est-ce pas, de ces choses. Il n'y aurait pas des bases américaines ou bien des bureaux du Pentagone américain au Tchad. Donc, c'est autant d'incongruités qui font que, justement, on est peut-être amené à se dire que
il y a du travail qu'il faut faire, un travail panafricain et souverainiste qu'il faut faire du côté du Tchad pour véritablement assurer cette cohésion, cette stabilité dans les pays africains sur le jour. Mais est-ce qu'on peut penser que cette plainte peut aboutir? C'est l'autre question. Je crois que ça va faire. Je crois que il y aura une enquête qui sera ouverte. Oui. Je crois que la fameuse ONG Priority Peace Soudan doit détenir les preuves en complément d'une enquête qui avait déjà été faite en 2023-2024 par certains experts entre guillemets onusiens. Donc cette plainte vient donc en complémentarité des éléments de cette enquête-là. Oui, bon, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que si on pousse un peu la réflexion plus loin, étant donné que les Américains seraient à l'origine, n'est-ce pas, de ce transit-là, ils peuvent aussi bénéficier de la couverture américaine. Jamais. Est-ce que c'est possible? Non, habituellement, ils liquident les trades. Dans la stratégie de bouc émissaire. Comment ça doit fonctionner comme ça? Ils liquident. Au risque de perdre cette... Aujourd'hui, Omar El-Béchir se retrouve à la CPI. Qui sont derrière? Au départ, qui était derrière Omar El-Béchir? Qui était derrière Ben Laden? C'était eux. Ils l'ont liquidé. Ce sont les gens qui n'ont pas été d'amis, sont sans scrupules. Qui était derrière Saddam Hussein? C'était les Américains. Ils l'ont liquidé. C'est ça qui est la question. Donc, en fait, ils ne vont pas le protéger, ils vont le liquider comme d'habitude. Donc, ça veut donc dire qu'il reste à lui de prendre responsabilité en main et de pouvoir diriger effectivement ces différentes questions-là. Bien évidemment. Merci à vous, cher monsieur. Merci une fois de plus à vous, monsieur Lombo, et une fois de plus, bienvenue dans la grande famille de For You Matin. On espère vous avoir de temps en temps, voilà, sur ces plateaux. Merci infiniment. Merci à vous, monsieur Haïssi, d'avoir également été avec nous ce matin dans le cadre de cette autre édition. Et bien sûr, madame Labaroui, merci beaucoup d'avoir partagé le plateau avec nous ce vendredi. Voilà, c'est la fin de cette première partie consacrée au débat. Nous allons poursuivre très rapidement et d'ailleurs sortir avec la dernière rubrique de ce matin. D'abord, nous allons commenter l'actualité en vidéo pour parler de l'actu vidéo. Le mondial 2026, le mur de Trump s'élève face aux supporters africains et bien sûr AES Média, la fin d'une ère, le début d'une voie souveraine. La transition, ensuite on revient. Bonjour donc, Siken Doubet, bonjour également aussi à l'entente de nos téléspectateurs Actu Vidéo pour la dernière livraison de la semaine. Vous l'avez si bien dit, Siké, avec le Mondial 2026. Les rêves donc des supporters ivoiriens et sénégalais se voient brisés suite notamment à ce document qu'a eu à signer Donald Trump mardi dernier qui vise donc à protéger le territoire américain au regard notamment des migrations qui se vivent de ce côté. Le président américain qui a élargi récemment la liste à 15 pays, parmi lesquels des pays africains sont donc rentrés à l'intérieur. On compte bien évidemment le Sénégal et notamment la Côte d'Ivoire. La raison évoquée, bien sûr, c'est le nombre de dépassements de jours indiqués par le visa touristique overstay qui se chiffre pour le cas notamment du Sénégal à 4,8% et le cas notamment de la Côte d'Ivoire à quelques 7%. On prend l'élément pour le commentaire. La fiche fait à relever. Elle vire aujourd'hui au casse-tête diplomatique. Les lions de la Teranga et les éléphants de Côte d'Ivoire fouleront bien les pelouses américaines l'été prochain, mais ils pourraient le faire dans des stades sans leurs plus fervents supporters. Le décret intitulé « Protéger la sécurité des États-Unis », signé ce mardi par Donald Trump, suspend l'octroi de visas touristiques pour les ressortissants de Dakar et d'Abidjan. Pour la Maison-Blanche, l'argument est purement comptable. Les taux de dépassement de visa overstay sont jugés trop élevés. Pour les observateurs du panafricanisme, le symbole est désastreux. Alors que le Sénégal est souvent cité comme un modèle de stabilité démocratique, le voilà placé sur la liste noire aux côtés de l'Iran et d'Haïti. Cette décision crée un paradoxe saisissant. Il y a quelques jours seulement, Gianni Infantino remettait à Donald Trump le prix de la paix de la FIFA, saluant un leader qui rassemble les gens.
Aujourd'hui, cette unité de vol en éclat. Sur le continent, la colère gronde. À Dakar, on parle de mépris. À Abidjan, de politique de 2 poids 2 mesures. Seule lueur d'espoir pour les fans, le format multi-pays de la compétition. En jouant ce match à Toronto, au Canada, les supporters ivoiriens et sénégalais pourront éviter la frontière américaine pour au moins une rencontre, une soupape de sécurité géographique qui souligne l'isolement diplomatique croissant de Washington sur le dossier migratoire. Derrière le sport donc, c'est bien la vision de l'Amérique d'abord qui s'entrechoque avec les aspirations d'une Afrique qui réclame plus de respect sur la scène internationale. La FIFA piégée entre ses engagements d'accessibilité universelle et sa proximité affichée avec le 47e président américain n'a pour l'heure pas réagi officiellement. Voilà donc la situation à laquelle s'exposent les Africains, mais principalement aussi la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On n'aurait pas imaginé que cette situation pouvait arriver. Ça pose davantage de problèmes sur la politique de la migration de Donald Trump parce que selon, bien sûr, les règles de la FIFA, tout pays qui est qualifié pour une compétition internationale, notamment lors de la Coupe du Monde, a le droit d'aller avec ses supporters. Vous vous êtes rendu compte quand même du côté du Qatar, il y avait des mesures autres qui avaient été prises, mais on n'empêchait pas aux supporters notamment d'y aller. Et ça pose encore un autre problème quand on sait que récemment, lors notamment du fameux tirage au sort, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait remis un prix au président Donald Trump comme étant le président de l'ouverture pour le rassemblement. Et quand on voit cette situation qui se vit, on a comme l'impression de se dire que finalement, c'est plutôt peut-être une autre affaire politique. C'était peut-être pour flatter l'ego de Donald Trump. Mais là, pratiquement, c'est de la politique qui s'immisce dans le sport. Comme on a souvent l'habitude de le dire, c'est purement de la politique dans le sport. Et ça va poser un problème. Maintenant, peut-être la seule option qui pourrait rester aux supporters sénégalais et ivoiriens, c'est que les derniers matchs doivent se jouer au Canada, du côté de Toronto. C'est peut-être l'unique possibilité, mais à quoi servirait donc des supporters d'aller uniquement pour un match quand on sait que la majorité des matchs vont se jouer du côté des États-Unis. Donc, il y a encore matière à réfléchir. Je crois que ça relève d'un problème que nous parlions hier, du côté de la radio, la façon dont les Africains sont traités à l'extérieur. Ça devait beaucoup réfléchir. Effectivement, on va poursuivre avec le second thème. Cette fois-ci, on va du côté de l'AES. L'AES, donc finalement, je crois que on parle souvent du média comme étant un pôle important dans lequel la souveraineté. Alors, pour ceux qui se souviennent très bien, RFI du côté de Ouagadougou, l'émission avait été coupée, notamment la fréquence qui était réservée donc à cette radio étrangère 94.0 est officiellement donc la fréquence émettrice de la radio de l'AES dans des Liptako. Les documents ont été paraphés entre le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, représentant donc pour le cas de l'AES, et puis bien sûr le haut représentant du régulateur du côté de Ouagadougou. Prenons encore l'élément en commentaire. C'est une fréquence qui portait autrefois une voix étrangère. Elle porte désormais l'ambition d'un peuple en lutte. La 94.0 FM, jadis canal de diffusion de Radio France Internationale, est officiellement devenue la propriété de la Confédération AES sous le nom de Radio Dandé Liptako. À Ouagadougou, l'acte de signature entre le Conseil supérieur de la communication et le ministère des Affaires étrangères ne se limite pas à une simple formalité technique. Pour les autorités burkinabais, il s'agit d'une arme de défense stratégique. Après 3 ans de suspension de l'ex-occupant de cette fréquence, la radio du Sahel s'installe pour corriger les récits et déconstruire les campagnes de désinformation. C'est un instrument pour nous de correction, c'est un instrument d'information et qui permettra donc à la dynamique confédérale de poursuivre sa structuration en construisant un narratif qui répond mieux à notre contexte et qui restitue mieux la lecture de notre espace confédéral, la lecture qu'il faut avoir sur notre espace confédéral. Techniquement ambitieuse, Dandé Liptako émettra depuis la capitale burkinabé pour être relayée simultanément à Niamey et à Bamako. L'objectif est clair, créer un point radiophonique entre les 3 pays de la Confédération portant les espoirs des populations du Sahel en plusieurs langues locales. Pour Wendy Goudi, Louis Modeste Ouedraogo, président du régulateur burkinabé, dans la nouvelle vision impulsée
par les 3 chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, créée le 16 septembre 2023, le besoin s'est fait sentir de disposer de médias qui portent le combat et les espoirs des 3 peuples. En effet, l'AES a compris la nécessité de disposer d'outils puissants et stratégiques de communication dans un environnement où les détracteurs et les fossoyeurs distillent inlassablement de la désinformation et tentent de manipuler nos populations afin de les détourner de l'essentiel. La mission est sacrée. Ce média doit être le fer de lance de la lutte contre l'insécurité, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les esprits. La Convention fixe une autorisation de 3 ans renouvelable, plaçant la radio sous un contrôle souverain rigoureux. Le baptême du feu est proche. La radio d'André Liptako sera officiellement lancée dans quelques jours à Bamako lors du sommet des chefs d'État de la Confédération les 22-23 décembre prochains. Une naissance qui scelle sur les ondes l'unité indéfectible des pays du Liptako gourmand. Voilà donc la voix souveraine de l'AES à travers Damdé Liptako. C'est le média officiel donc de l'AES dont le lancement est prévu lors de la rencontre, la 2e des chefs d'État à Bamako, les 22 et 23 décembre prochains. L'AES parlera donc désormais à son peuple d'une seule voix et dans plusieurs langues locales. Déconstruction totale de ce qu'on a pu observer ces dernières années et ces décennies avec des médias mainstream qui polluaient plutôt la vérité et qui disaient le contraire de ce qui devrait être fait. Aujourd'hui donc, l'AES a sa voix pour se faire entendre. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle du côté de l'AES. Merci beaucoup, Faune Noire. Merci infiniment pour ces informations. Merci. Et nous allons également terminer avec cette émission. Oui, nous terminons plus tôt aujourd'hui. Nous allons terminer, chers téléspectateurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. C'était la dernière sortie de cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de For You Matin. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.